Cette nouvelle soirée en direct de Mediapart, intitulée Gauche année zéro. En effet, avec un président de la République qui se dit et de gauche et de droite, qui a battu une candidate ni gauche ni droite, avant de nommer un Premier ministre de droite, qui vient de nommer un gouvernement piochant à gauche et à droite tout en espérant détruire la gauche et la droite, la politique française a quelques problèmes ou questions en tout cas de latéralisation. Et c'est donc à ce qui se passe du côté gauche de l'échiquier que nous nous intéressons ce soir, en deux plateaux, deux temps, dans une heure à partir de 21h30, ce sont différents représentants des forces politiques qui vont s'affronter, notamment pendant les législatives à gauche, qui viendront expliquer leur stratégie ou pourquoi ils n'ont pas de stratégie. Mais avant cela, outre le camarade Fabien Escalona, bonsoir Fabien, un plateau de chercheurs pour notamment comprendre la gauche, ce qu'il en reste, ce qu'il peut se reconstituer, la gauche ou les gauches. Je suis donc avec quatre invités. Daniel Tartakovsky, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste de l'histoire politique de la France. Vous venez de quitter la présidence de l'université Paris 8, à laquelle vous avez consacré un petit livre intitulé L'université au XXIe siècle, qui est un peu plus petit que ce volumineux Histoire des mouvements sociaux en France, que vous aviez publié voilà quelques temps aux éditions La Découverte. En face de vous, Jean-Numa Ducange, bonsoir. Vous êtes maître de conférence en histoire à l'université Rouen-Normandie, je suis précis. Absolument. Spécialiste notamment comparatif des gauches françaises et germanophones. Et vous venez de publier chez Armand Collin un ouvrage consacré à Jules Guesde, l'anti-Jaurès, point d'interrogation. À vos côtés, Frédéric Matonti, bonsoir également. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 1. Je n'ai pas votre livre, mais il vient aussi d'être publié aux éditions de La Découverte. Il s'intitule Le genre présidentiel, enquête sur l'ordre des sexes en politique. Mais vous êtes aussi connu pour votre travail, notamment sur les intellectuels communistes et l'obéissance en politique. Ça va pouvoir peut-être nous intéresser pendant ce débat. Et pour finir le tour de table, un intellectuel communiste, on peut dire. Roger Martelly, bonsoir. Bonsoir. Historien du communisme, éternel fondateur du communisme, pourrait-on dire, pilier du magazine Regard. Et votre dernier livre en date s'intitule L'identité, c'est la guerre. C'était publié aux éditions des Liens qui libèrent. Et avant qu'on commence la discussion, je vous propose qu'on regarde ensemble une petite vidéo instructive. Bonjour. Pour la gauche et les socialistes, c'est l'année zéro. Votre parti, Monsieur Rocard, vient de connaître une déroute électorale historique. Et pourtant, vous ne désespérez pas de le reconstruire, ou plus exactement, de reconstruire un autre parti socialiste sur les décombres de l'actuel. Et dans un deuxième temps, vous avez l'intention de rassembler autour de vous un certain nombre de forces politiques dont la coalition constituerait une gauche moderne, une force de progrès, qui serait adapté aux exigences du XXIe siècle et de la construction de l'Europe. Je ne trahis pas votre projet. Alors, après la défaite du 28 mars, vous aviez déjà lancé dans votre discours de Montlouis-sur-Loire l'idée d'un tel Big Bang, avec l'espoir de montrer aux socialistes un peu démoralisés qu'il pouvait y avoir une vie après la mort. Depuis le 28 mars, vous êtes allé plus loin. Vous avez le mot est fort. Oui, enfin, je demande à voir. Alors, dans Le Monde de cette semaine, le sociologue et philosophe Edgar Morin vous conseille de refaire un siècle et demi plus tard ce qu'avait fait Karl Marx, c'est-à-dire de commencer par analyser en profondeur la société actuelle, ce qui change, ce qui a changé, et ensuite seulement de théoriser et d'élaborer une théorie qui soit de nature à redonner un peu d'espérance. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Combien de temps prendra une telle analyse? Où devrait passer aujourd'hui la ligne de fracture entre la gauche et la droite dans une société qui devient de plus en plus technique, où toutes les activités deviennent commerciales, et où les frontières géographiques sont en voie de disparition? Alors vous expliquerez tout ça à Alain Duhamel. C'était donc L'heure de vérité, présentée par François-Henri Virus en 1993. C'était donc il y a un quart de siècle. Et déjà, la gauche était dans son année zéro. On avait intitulé cette soirée en direct de Mediapart « La gauche année zéro » avant de tomber sur cet extrait. Mais ça nous a donné envie, avec Fabien, de vous poser comme première question pour notre heure de vérité à nous, celle-ci. Est-ce que, quand même, l'état de décomposition, d'éclatement, de morcellement, vous allez peut-être préciser qu'on a l'impression de voir aujourd'hui à gauche, dans les gauches, il va falloir préciser, est-ce qu'elle vous paraît inédite, Daniel Tartakovsky? Toute situation étant inédite, celle-là l'est évidemment. Moi, il me semble que, par rapport à ce qu'on vient d'entendre,
C'est dans des situations de crise majeure que c'est non pas recomposer la gauche, mais que quelque chose a surgi qui ne s'appelait pas forcément la gauche d'ailleurs. Donc je ne sais pas s'il faut partir de la marche. Non, qui s'est appelé les Dreyfusards, ou qui s'est appelé l'antifascisme, ou qui s'est appelé la résistance, qui n'était pas exclusivement de gauche. On n'est pas dans une crise majeure de même nature, parce qu'effectivement, elle affecte les structures qui ont surgi de cette très longue histoire. Donc quelque chose doit... De ce point de vue-là, oui, nous sommes sans doute dans une année zéro, puisque la totalité de ces buts de témoins, mais moi je crois buts de témoins, ont été rasés. Roger Martelly. Oh, je crois, oui, qu'on est vraisemblablement dans une année zéro. Par rapport à 93, pour moi, ce qui est la grande différence, c'est que nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation qui est ouvertement une situation de crise politique, qui n'est pas simplement une crise d'organisation politique, mais une crise des repères politiques. Il est significatif que le premier tour, par exemple, de la présidentielle a révélé ce que l'on savait depuis longtemps, mais qu'il fallait voir traduite électoralement un paysage politique écartelé, éclaté en 4 grandes composantes. Nous constatons à un moment donné, deuxième constatation, que pour la première fois, en tout cas la première fois depuis bien longtemps, 2 formations qui étaient a priori les formations de gouvernement à gauche et à droite se trouvent en situation de défaite électorale, et que d'autre part, 2 forces, 2 candidats qui ont marqué, j'allais dire d'une manière ou d'une autre, le premier tour, Macron et Mélenchon, se présentaient comme en dehors des systèmes partisans pour reconstruire quelque chose d'autre. Donc nous sommes dans une période, me semble-t-il, où ouvertement il y a la nécessité, sur la base, on va dire, des décombres d'une longue histoire politique du XXe siècle, où la question, c'est de savoir si on va reconstruire et comment on va reconstruire. La question se pose évidemment à droite, elle se pose à gauche, et c'est bien sûr de ça que nous allons parler ce soir. Donc reconstruire plutôt que recomposer déjà, Frédéric Matonti? Je trouve que c'est d'abord difficile de poser un diagnostic dont on soit sûr, parce qu'il manque quand même beaucoup d'éléments. Le premier élément qui manque et qui est évident, c'est qu'est-ce qui va sortir des élections législatives. Tant qu'on ne sait pas ce qui sort des élections législatives, je pense qu'il est bon d'être parfois un peu prudent. La différence avec 93, elle est évidemment majeure. C'est que 93, c'est une défaite électorale. Mais ça ne change pas les blocs. Bon. Il y a quelque chose qui ne change pas quand on regarde l'élection qui s'est présentée là. En réalité, ce sont les électorats. J'ai lu tout à l'heure, avant de venir, une étude très bien faite qui a été faite par Éric Agricolianski sur les bureaux de vote parisiens. Et il montre en réalité que les zones de force des bureaux de vote parisiens s'ancrent dans une histoire qui est la même et qui est historiquement la même. Et que le vote Macron, c'est en gros le vote Bayrou plus une partie du vote Hollande de 2012. Et que le vote Mélenchon, c'est une partie du vote Hollande et une partie du vote de gauche, et du vote Mélenchon, évidemment. Donc, il faut faire aussi très attention à ce qu'on dit. C'est-à-dire que les électorats, les zones de force, le fait que les variables sociologiques sont avant tout ce qui, quand même, prédit le vote, c'est quelque chose qui n'a pas bougé. Donc, il y a une possibilité non nulle, hein, c'est qu'en réalité, tout ça se recompose autour d'un espèce de parti de centre qui serait en marche et qui finirait par ressembler à un parti, et puis qui se recomposerait à gauche, quelque chose autour de je ne sais pas quoi, qui est sans doute l'enjeu. Mais voilà, je pense qu'il faut faire attention à ne pas croire qu'on est forcément dans un Big Bang absolu, comme disait Rocard. C'est intéressant de voir Michel Rocard en 1993 parce qu'il y a toute une partie de la gauche, on va dire l'ancienne deuxième gauche, qui avait été à l'origine dans les années 70, autogestionnaire, contestataire, puis on va dire rallié au social-libéralisme, qui a eu ensuite un projet transcourant de dépasser les lignes de clivage traditionnelles. Et là, effectivement, le bout de la chaîne, si je puis dire, est peut-être en train de se dérouler maintenant. Après, la différence entre 93 et ce que l'on va vivre à l'occasion des législatives, c'est qu'en 93, on était certes dans un effondrement de la gauche, mais il n'y avait pas du tout de crise des partis politiques aussi forte et aussi assumée. La preuve, 4 ans plus tard, en 1997, bon, grève de novembre-décembre 95, en 97, la gauche plurielle, classique, PS, PC et Vert, même si c'était relativement une nouveauté ça à l'époque, gagne les élections. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, l'effondrement de la gauche
en 2017 peut correspondre dans 4 ans à un revival de 1997, probablement pas. Donc de ce point de vue-là, il y a vraiment des choses qui ont quand même beaucoup changé en profondeur sur les structures partisanes. Et encore une fois, je rejoins ce qu'a dit notamment Roger Martelly, il faut voir que les candidats qui ont vraiment marqué là étaient pour la plupart en dehors des systèmes, alors qu'en 1993, on n'avait pas cette explosion de partis anti-système, etc., de la même manière. En même temps, moi, je crois qu'il faut repartir du phénomène primaire. Il est clair que les primaires ont totalement bousculé ce qui était un système politique dans une articulation au parti. Ce qui ne veut pas dire que les partis se portaient bien, hein, que les choses... Parce que s'étaient bien portés, etc., etc. Mais à partir du moment où on rentrait dans le mécanisme des primaires et où ça laissait la place à des expressions qui n'étaient pas des expressions militantes traditionnelles des partis, je crois que le système s'est trouvé totalement bousculé. J'ajouterais primaire plus quinquennat, parce que ce qui rend aussi les choses tout à fait particulières ici, c'est que si on avait un septennat, on aurait eu des élections législatives qui auraient amené au pouvoir une majorité sans doute de droite, on peut l'estimer, et on serait dans une logique tout à fait différente. Si on ajoute quinquennat plus primaire et par ailleurs au sein des appareils, finalement, des candidats qui ne portent pas ne sont pas à la hauteur des espérances qu'on avait pu placer en eux, ça donne aussi cet effet-là. Je voudrais rebondir un peu sur ce que on disait sur l'idée que, au fond, il reste dans cette situation de crise des soubassements qui peuvent être des soubassements anciens. Moi, je le crois. C'est-à-dire, en politique, on ne construit jamais à partir du vide absolu. Simplement, il s'est passé quelque chose pour moi, fondamental, à la fois à court terme et à long terme. Ce qui s'est passé de fondamental, c'est qu'on est face à une gauche qui, de toute manière, est une gauche affaiblie. Mais comment ne le serait-elle pas? Elle a subi coup sur coup, j'allais dire à l'espace de quelques 3 ou 4 décennies, l'effondrement du Parti communiste et maintenant la crise ouverte du socialisme mitterrandien. Mais je crois, moi, ce que je retiens du premier tour, c'est la chose suivante. Cette gauche, globalement, est affaiblie. Mais il s'est passé quelque chose. Ce quelque chose, c'est que l'équilibre à l'intérieur, j'allais dire, de l'espace de la gauche, s'est profondément bouleversé. Depuis 78-81, nous avions une gauche dominée par le Parti socialiste. Disons, en gros, une gauche d'adaptation. La chute progressive du Parti communiste, jusqu'alors, n'avait été compensée par aucun phénomène alternatif. Là, nous avons, autour du vote Mélenchon, un niveau de vote qui ramène la gauche du Parti socialiste assez haut score de la période des années 70. Et d'autre part, nous avons électoralement un paysage politique. En gros, le vote Mélenchon, c'est 3 grandes masses. Il y a d'une part l'ancien espace communiste que le Parti communiste n'arrivait plus à mobiliser, qui se trouve remobilisé à l'occasion de la présidentielle. Il y a une tradition qu'on va dire tradition de la gauche plébéienne, radicale, démocratique, qui a nourri le radicalisme et le socialisme. Et il y a d'autre part ce qui est tout à fait nouveau, la France métropolitaine, la France urbaine, une France populaire mais plus éduquée qui s'est retrouvée dans le vote Mélenchon. Et donc nous entrons peut-être dans un nouvel équilibre à l'intérieur de la gauche, et c'est savoir si cet équilibre va se confirmer, va s'inscrire dans la durée, qui sera la grande question de la période à venir. Mais moi, je reprendrai ce que disait Frédéric Pétanti tout à l'heure. J'entends ce que dit Roger Martelly, mais je pense que la situation n'était pas nécessairement la même si on s'était trouvé dans une logique de septennat avec des législatives. Là, ça s'est joué sur des présidentielles, donc sur un homme ou sur une femme, en l'occurrence, mais il y a une dimension de personnalisation du débat, et indéniablement, Mélenchon a fait une campagne qui était une campagne du tonnerre. Ça, on ne peut pas lui retirer ça. Et donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse déduire de ce vote, et en attendant en tout cas ce que seront les législatives, au rapport de force interne à la gauche. Comme ce qui n'était pas attendu, c'était un score aussi élevé de la gauche alternative, on l'a parfois appelé la gauche radicale, etc. C'était quand même pas gagné d'avance que l'effondrement du socialisme historique, du PS, dégage mécaniquement un électorat pour une gauche alternative. Non, bien sûr, mais justement, là, ça montre quelque chose qui est quand même singulier. C'est le meilleur score. Dans les livres d'histoire, maintenant, on écrira qu'il y a un score
le plus haut score depuis Georges Marchais en 1980. Depuis Jacques Duclos. Non, depuis 80. Et Duclos, c'était en 1969. Et d'ailleurs, le PS faisait 5% à l'époque de faire. Donc c'est quasiment les mêmes scores. Mais peut-être, avant de revenir justement sur ce score important de la gauche radicale et ce rééquilibrage à gauche entre le pôle de radicalité et le pôle plus réformiste, on va dire, ou plus gestionnaire, j'aimerais aussi entendre votre regard d'historien et de politiste sur une autre analogie qui revient souvent dans les débats, qui est l'analogie avec la 4e République, puisqu'on nous dit, autour de Macron, il y a cette sorte d'espérance de troisième force. À gauche, on a un pôle de radicalité qui auparavant était le PC, qui aujourd'hui serait peut-être les Insoumis, qui domine à gauche avec un parti socialiste plus faible. Donc, et certains font même le parallèle un peu plus loin en disant, finalement, comme vous le disiez, on est sans doute dans une période de recomposition de l'ordre électoral, pas comme en 93, et le précédent grand moment, c'est peut-être 80, et puis c'est aussi, surtout, c'est 58-62. Donc, qu'est-ce que ces analogies vous disent à vous? Est-ce que ça vous convainc? Moi, oui, ça me dit quelque chose. Évidemment, toute analogie limites, est à prendre, évidemment, avec prudence. Mais il y a quelque chose qui renvoie effectivement à cette période, qui est ce que j'appellerais la mauvaise santé du clivage gauche-droite. La période de la 4e République avait été dominée par la guerre froide, donc une période dans laquelle justement gauche et droite ne fonctionnaient plus comme par le passé. Nous nous trouvons dans une période qui est une période analogue, sauf que, à la différence de la 4e République, ça n'est pas dû au fait qu'on a un clivage est-ouest qui vient se substituer au clivage de la gauche et de la droite, mais ça tient au fait que la gauche et la droite, dans leur centre, dans ce qui était leur ligne de force, la droite gouvernementale et la gauche socialisante, se trouvent simultanément en crise. Et de ce fait, on a effectivement un clivage gauche et droite qui est en question. La seule chose que je peux constater, c'est que, effectivement, ce clivage est un clivage qui donne l'impression de battre de l'aile. En même temps, ce clivage, à mon avis, s'est fortement exprimé et a fonctionné à l'occasion de cette primaire. En l'occurrence, par exemple, il est significatif que le vote qui s'est exprimé autour de Mélenchon est apparu à un moment donné comme un vote utile à gauche, parce que c'est un vote qui retrouvait en réalité les valeurs fondamentales qui sont celles de la gauche, et notamment celles de l'égalité, de la rupture, qui avaient été, j'allais dire, affaiblies par la gestion socialiste. Et moi, je pense qu'il y a de ce point de vue une ligne d'avenir. Le peuple se rassemblera, mais se rassemblera à condition qu'on lui propose une gauche vraiment à gauche. Deux choses. D'abord, je trouve qu'à l'échelle de notre histoire un tout petit peu longue, les périodes où il y a un net clivage entre gauche et droite sont des périodes relativement limitées, et en général, on ne l'appelle pas forcément comme ça, sauf peut-être pendant la période du programme commun d'union de la gauche, où on a construit cette notion. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je regrette infiniment que la notion de système ait acquis le sens qu'il a acquis pendant toute cette période électorale. Le système politique, c'est quelque chose, et ce n'est pas du tout ce qu'on a désigné comme tel pendant ces derniers mois, c'est bien une articulation entre la Constitution, la manière de faire de la politique et les forces qui portent la politique. Et je ne crois pas qu'on puisse raisonner exclusivement sur la crise des partis, indépendamment de la crise du fonctionnement de nos institutions. On peut aussi ajouter que la comparaison ne tient pas non plus totalement, parce que la comparaison, par exemple, avec le Parti communiste et les Insoumis ne tient, sous la 4e, ne tient pas, parce que le Parti communiste de la 4e République, c'est une société, c'est-à-dire que c'est même, on a parlé de contre-société, mais ça veut dire que les gens sont rattachés à des associations, à leurs syndicats, à leur association de quartier, au mouvement de la paix, à tout ce que vous pouvez imaginer, alors que là, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on est au contraire, et c'est une des difficultés de la période, dans une période où la logique est une logique de plus en plus individualisante, je ne sais pas comment dire ça, et une des choses que je trouve très dangereuse dans le pari de la suppression des partis politiques, c'est en réalité, si on le prend dans une logique un peu plus sociologique, durkheimienne par exemple, on est typiquement dans de l'anomie, c'est-à-dire s'il n'y a plus entre l'État et le citoyen que cette espèce de discours assez flou sur il ne faut pas qu'il y ait des partis, il ne faut pas qu'il y ait un système, c'est extrêmement dangereux. Et donc ça pour moi, c'est très différent de la situation 4e République.
Jean-Dumas, là-dessus, et sur aussi, Jean-Dumas Ducange, sur cette question du clivage quand même gauche-droite, parce que c'est assez intéressant, parce que là, on a pris comme un terme naturel, aller gauche, année zéro, mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui vous disent, mais gauche, ça ne veut plus rien dire, on ne peut plus faire grand-chose de signifiant. Même Mélenchon, la France Insoumise n'est pas le front de gauche, évidemment, qui se revendique de valeurs de gauche. Donc, en gros, est-ce que, comme le dit Emmanuel Macron, c'est déjà endosser les lunettes du vieux monde que de penser encore avec ce clivage, la politique? Ce qui n'est pas totalement nouveau du côté de ce qui est issu de la gauche, du mouvement ouvrier et de ces sensibilités-là, c'est de considérer que, comment dirais-je, la ligne de clivage gauche-droite va nécessairement de soi. À l'origine, une partie des mouvements socialistes, syndicalistes révolutionnaires, à l'origine de la CGT, se réclamaient pas de cette ligne de clivage-là. Après, il y a eu l'affaire Dreyfus, etc., qui a coalisé une série de gens autour des valeurs qu'ensuite on a appelées la gauche. Bien sûr, c'est une délimitation géographique dans l'Assemblée qui fait sens depuis la Révolution française, mais en termes de revendications politiques, on a eu plusieurs périodes où il y a eu, entre guillemets, des périodes d'auto-affirmation, de courants socialistes, puis communistes d'ailleurs. Il y a des périodes où le Parti communiste français ne se dit absolument pas de gauche, parce qu'il se situe en dehors du champ politique, entre guillemets, bourgeois. Donc, bien sûr, la situation actuelle est tout à fait nouvelle sur un certain nombre de points, mais l'idée qu'une force politique s'auto-affirme, si je puis dire, en disant « moi, je suis en dehors de ces lignes de clivage traditionnelles, parce que je ne me sens plus concerné par ce monde, ou ce vieux monde », quelles que soient les personnes qui prononcent cela, parce qu'effectivement, ça peut être des personnes très différentes qui le disent, c'est pas totalement inédit, et c'est intéressant en termes d'affirmation de force politique à venir, parce que Roger Martelly a raison de rappeler que le vote Mélenchon, par exemple, recoupe des traditions qui, parfois, au niveau de la cartographie, remontent à la Révolution française, tout l'aspect sans culotte plébéien, tout à fait raison, et en même temps, ces implantations-là, qui correspondent à un ancrage à gauche, pour une partie des gens concernés, une partie des gens qui, eux, le référent gauche ne fait plus sens. Donc, il y a des héritages et des empreintes, et en même temps, le fait de ne pas se situer sur cet arc politique-là, gauche-droite, comme l'a fait globalement Mélenchon, effectivement, avec la France Insoumise, c'est aussi quelque chose de porteur, ce qui n'est pas contradictoire avec hériter d'un électorat du passé. Mais c'est peut-être l'articulation entre les deux qui a fait ce succès aussi. C'est à la fois d'endosser les valeurs anciennes de la gauche, si je puis dire, et en même temps avoir une capacité à comprendre que tout cela ne veut plus dire grand-chose pour une partie des citoyens. Mais Roger Martelly, vous avez souvent écrit dans Regard et ailleurs le fait que la gauche finalement ne pouvait être victorieuse que s'il y avait une tension productive entre un pôle de radicalité et un pôle plus gestionnaire. Et dans votre esprit, la bonne situation, ce serait celle où un pôle de radicalité dominerait. Bon. Aujourd'hui, on se retrouve on se retrouverait avec cette potentialité-là. Et on va en parler avec le second plateau, mais avec ces législatives en ordre dispersé qui s'annoncent, est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette gauche court le risque d'une occasion manquée, quelque part, non seulement parce que le pôle de radicalité lui-même est complètement dispersé, et en plus parce que la gauche gestionnaire, on se demande si elle peut être entraînée, on se demande si elle va encore exister, tout simplement. De toute manière, nous sommes dans une période où sont en train de s'opérer des reclassements. Et dans les périodes où s'opèrent des reclassements, il ne sert à rien d'utiliser des formules qui sont des formules, j'allais dire, un peu trop simples. Par exemple, la gauche ne peut gagner que si elle est rassemblée. La réalité de la gauche a toujours été en même temps la réalité de sa division, voire de sa polarisation, et de ses possibilités de rassemblement. Pour moi, il y a, j'allais dire, une question qui est, effectivement, est-ce que la polarité de la gauche et de la droite garde sa signification? Pour une part, c'est une affaire de pari. Moi, je fais ce pari-là. C'est-à-dire, je considère que la polarité de la gauche et de la droite est quelque chose de pertinent sur la longue durée, pour une raison toute simple, c'est qu'au cœur de cette polarité, il y a la question de l'égalité, ou de l'égaliberté, pour employer l'expression de Balibar. Et c'est ça qui structure la vie politique, et je dirais que quand cette question de l'égalité est au centre du débat public, les choses, j'allais dire, vont plutôt dans la bonne direction. Mais en même temps, il est vrai que nous sommes dans une période aujourd'hui où tout à la fois on peut considérer que le clivage de la gauche et de la droite reste pertinent, mais en tout état de cause, et la droite et la gauche, et d'abord la gauche, doivent se redéfinir. Et la redéfinition, elle se fait aujourd'hui dans deux axes. Il y a des questions de projet. C'est la gauche d'aujourd'hui doit porter le projet de l'égalité, de la citoyenneté, de la solidarité. Elle doit le porter dans les termes d'aujourd'hui et pas dans les termes d'hier. Et il y a des questions d'organisation. Parce qu'il est vrai
que nous sommes dans une période qui est une période de transition, de crise, de difficulté. Les formes anciennes d'organisation politique qui avaient permis la politisation des catégories populaires, c'est grâce aux partis socialistes et partis communistes, que les classes populaires ont participé à la vie politique. Mais ces formes aujourd'hui sont en voie d'épuisement dans la forme historique qu'elles avaient. Et donc la gauche est obligée de recomposer son projet autour de ses valeurs fondamentales. Elle doit repenser ses formes d'organisation. Et moi, j'ai la certitude, alors évidemment qu'il ne se fera pas comme ça, mais c'est un pari, j'ai la certitude qu'il y aura nécessairement, de ce point de vue de la reconstruction. Daniel, et cette reconstruction, elle passe aujourd'hui par un débat justement sur quel doit être l'équilibre à gauche. Moi, je continue de penser effectivement que quand une gauche de rupture donne le ton, ça va bien pour la gauche. Quand ça n'est pas le cas, ça va mal pour la gauche. On n'a pas de désaccord philosophique, mais on a des désaccords ensuite sur la façon de mettre en œuvre. Moi, je crois qu'au point où on en est aujourd'hui, et sachant qu'on est sans doute rentré dans une période qui ne va pas se clore dans les 8 jours, hein, on est dans une phase de recomposition qui sera nécessairement de longue durée, il faut savoir dans quelle position la meilleure pouvons-nous les uns et les autres nous placer. Ce n'est pas forcément les mêmes en fonction de nos pratiques, pour essayer de produire de la politique, de la politique et par là de la recomposition. Bon, il se trouve que j'ai présidé une université pendant 4 ans. L'université Paris 8, qui est une université particulière. Oui, elle est particulière, mais le pari, c'était que sur le terrain, et quelles que soient les contraintes auxquelles on était soumise et les difficultés budgétaires qui étaient les nôtres, il y avait des espaces dans lesquels on pouvait construire. Il me semble que aujourd'hui, au point où on en est, il faut qu'on trouve les uns et les autres les lieux où il y a des actions possibles qui nous permettent non seulement de faire de la politique, mais de faire politique et par là de trouver ce que nous avons à construire ensemble. Alors je sais bien qu'il y a un problème d'échelle, parce que ce n'est pas en multipliant les micro-échelles qu'on va produire le sujet politique et qu'on va produire le projet d'avenir. Mais moi je mets en garde contre une réflexion qui ne nous amènerait à penser qu'en termes d'organisation, au sens où nous l'avons fait jusqu'alors. Jean-Numa Ducamp. Oui, moi je pense qu'il y aura une combinaison entre effectivement une recomposition qui n'exclura pas totalement les appareils politiques existants, car on ne s'en débarrasse jamais de façon aussi simple. Combien de fois on a dit que, par exemple, le PCF n'existait absolument plus depuis 10, 15, 20 ans? Alors, Roger Martelly, regardant, souriant, il existe de moins en moins, évidemment, structurellement, au niveau militant, au niveau des députés, probablement encore, etc. Sauf qu'on ne peut pas non plus tirer un trait absolu sur le Parti socialiste pour des raisons similaires, c'est-à-dire que la décomposition électorale sur le plan de la présidentielle ne va pas nécessairement être aussi forte sur le plan des législatives pour des raisons d'ancrage. Mais ce qui sera particulièrement intéressant, c'est de voir si ces ancrages-là fonctionnent encore dans ce contexte inédit-là que l'on a évoqué tous. Oui. Et ça n'a rien d'évident, effectivement. Et là, il faudra scruter, y compris, nous serons quelques-uns à le faire, dans telle ou telle circonscription où les appareils politiques sont mieux implantés, parce qu'il y a des endroits où il y a des circonscriptions très ancrées à gauche qui ont été soit longtemps très tenues par le Parti communiste ou le Parti socialiste, si cela peut encore fonctionner dans certains endroits, ou bien si c'est réellement en voie de total éclatement, avec une polarisation entre, par exemple, les Insoumis et En Marche, ce qui peut peut-être se passer dans certaines configurations. Mais pour prolonger la réflexion de Daniel Tartakovsky sur sortir un peu de la logique partidaire aussi à la question des mouvements sociaux, peut-être que vous voudriez y revenir. Et puis vous, Frédéric Matonti, vous avez travaillé sur l'intersection des champs politiques et intellectuels. Alors on a beaucoup parlé de la place donnée par les intellectuels aux intellectuels par Benoît Hamon durant la campagne. Alors, on ne retrouve pas évidemment le même degré de symbiose que dans l'organisation que vous avez étudiée. Mais qu'est-ce que vous espérez ou qu'est-ce que vous regardez dans ce qui se passe aujourd'hui? C'était quelque chose de très novateur, hein, de revoir des intellectuels travailler directement sur un corpus programmatique. En même temps, ça s'est fait, je dirais, en tellement peu de temps que ça peut difficilement porter ses fruits et que là, quel que soit le parti en question, c'est sûr que ce n'est pas en 2 mois qu'on retisse des liens quand ces liens n'existent plus. Enfin, ça, c'est une des véritables difficultés et ça signifie aussi que ce problème se pose pour tout le monde. Je pense en revanche qu'on voit bien que du côté d'En Marche, hein, il faut quand même dire qu'En Marche prend de l'électorat
de gauche et prend des élus de gauche, même si c'est des élus particuliers, même si c'est des notables, même si c'est des gens qui cherchent une ouverture, bon, etc. J'ai l'impression qu'en revanche, la part des intellectuels est totalement inexistante. Hein. Ouais. On a des experts, on a des élites, on a quelques économistes. Voilà, quelques économistes, mais qui sont des économistes très particuliers, qui sont des économistes précisément d'institutions. Donc c'est pas la même chose Pisani-Ferry et Piketty, hein, pour aller un peu vite. Donc ça, je pense que de ce côté-là, le rôle des intellectuels, il est d'un certain point de vue à réinventer, mais aussi dans la logique que je disais, c'est-à-dire cette nécessité de mettre entre l'État et les individus des espèces de lieux qui sont des lieux d'intégration, pour reprendre là encore un vocabulaire très sociologique. Alors pour les doigts se lèvent de ce côté, je vous donne la parole, mais avec cette question un peu, voilà, je m'adresse à des historiens, mais pour un peu se projeter vers qu'est-ce qui pourrait se passer. C'est vrai que c'est ça qu'on a envie de savoir. Il y a déjà eu des moments où la gauche a été en miettes, hein, c'est pas la première fois, même si il y a sans doute des éléments inédits. À quelles conditions elle s'est reconstituée? Est-ce que ça a été d'abord sur, effectivement, quand même retravailler les organisations telles qu'elles existaient? Est-ce que ça a été dans la reconnexion avec des champs intellectuels qui pensaient un peu différemment le monde? Est-ce que ça a été, Daniel Tartakovsky, vous avez travaillé là-dessus, avec une réarticulation complète avec les mouvements sociaux? Voilà, est-ce que, en gros, les moments où la gauche a tangué ou voire a coulé peuvent nous être un peu utiles pour comprendre par quoi pourrait passer une reconstruction qui ne soit pas, vous le dites toutes et tous, une simple recomposition? Alors, bien évidemment, c'est le troisième élément qui est le bon, hein, c'est dans une réarticulation majeure avec les mouvements sociaux, mais en sachant que qui eux-mêmes sont mouvements des sociaux fois est devenu un mot flous. valise, donc c'est dans des périodes de crise majeure, enfin, ce que j'appelle moi la séquence 34-45, ou sous des formes qui sont évidemment totalement différentes selon que c'est le Front populaire ou que c'est la résistance, on a une mobilisation qui s'opère sur des bases qui sont à la fois des bases politiques, au meilleur sens du terme, des bases de valeurs, bien évidemment, c'est inclus dans le politique au meilleur sens du terme, et des bases sociales, et qui permettent, et c'est certainement une originalité de ce pays, et c'est une originalité de ce qu'ont été les partis de gauche et du Parti communiste français, jusqu'à un certain temps, certes révolu, d'avoir une étroite articulation entre culture de mobilisation et culture de régulation. Évidemment, tout ça n'a fonctionné qu'aussi longtemps que l'État social était en place. Je crois qu'on a parlé de la crise du système et de la crise des institutions, mais il faut aussi qu'on prenne en compte cette mise à mal, cette mise à bas des formes de l'État social tel qu'il s'est construit. Et là, ça nous pose la question de la stratégie, ça nous pose la question du devenir, et ça nous pose la question... On voit mal comment ou des forces politiques de gauche novatrices ou des mouvements sociaux pourraient s'appuyer aujourd'hui sur c'est vrai les rêves de que l'État dans le social bouquin qu'on ou ce qui va a devenir. dirigé avec Pigenet, c'était un petit peu désespérant, parce que plus on avançait, et certes, plus on avait de mouvement, mais plus on patinait, parce qu'on n'avait plus prise sur le politique. Donc on est au cœur d'une question majeure, mais je ne crois pas qu'on va la résoudre dans le quart d'heure. Roger Martelly, puis Frédéric Matonti. Je veux revenir sur l'idée, il faut attendre un peu avant de se prononcer sur qui est mort, qui n'est pas mort, etc. On fait des lives toutes les semaines, vous inquiétez pas. Il faut un peu de temps. Mais il y a quand même quelque chose, me semble-t-il, qui apparaît de façon massive. Tout le XXe siècle a été dominé à gauche, en tout cas à partir des années 30, par le tête-à-tête communisme-socialisme, avec, je dirais, deux formations politiques qui sont inégales. Le Parti communiste a été longtemps hégémonique à partir de 1945 jusqu'aux années 70, le Parti socialiste ensuite, mais en gros, communisme-socialisme était l'axe d'organisation. J'ai l'impression que nous sommes en train d'entrer dans une période où la vie politique à gauche ne va plus se structurer, j'allais dire, de manière dominante autour de ce couple. Ce qu'ils vont devenir, on verra, mais ils ne seront plus, me semble-t-il, l'axe d'organisation de la gauche. Et donc, il y a de la reconstruction. Mais la reconstruction, à mon avis, elle se jouera en grande partie du côté du pôle plutôt de rupture. Et là, on a un problème qui a à voir avec la question du rapport social-politique. L'une des forces du communisme, c'est pas simplement d'être un grand parti, c'est d'avoir été au centre d'une galaxie dans laquelle il y avait du syndicalisme, des associations, du culturel, des intellectuels. Et d'une manière ou d'une autre, j'allais dire, le pôle de rupture réussira
s'il est capable, dans les conditions d'aujourd'hui, de reproduire, de reconstruire, j'allais dire, cette synergie du social, du politique et du culturel. Dans les conditions d'aujourd'hui. À l'époque, ça se faisait sous hégémonie du parti, bien entendu. Ça n'est plus possible. Mais il faut quand même aller dans cette synergie. Ce sera une des clés de la réussite des prochaines années. Alors, il y a Charlotte Girard, qui est responsable du programme de la France Insoumise, qui vous écoute et qui nous répondra tout à l'heure. Mais je donne la parole à Frédéric Lintens. Je pense qu'on aurait aussi intérêt à ajouter deux choses, parce que ça donne une spécificité de la période. La première, c'est la part du Front National. Parce que si on oublie dans cette recomposition qu'on a quand même... Là, on est monté jusqu'à plus d'un... Enfin, on est au tiers des voix qui étaient prêtes à voter pour le Front National. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, parce que ça change aussi totalement le paysage. Et puis l'autre chose, c'est qu'on n'est pas seul au milieu de l'Europe, et que les mouvements qu'on voit là sont aussi des mouvements qui, sous une forme ou une autre, apparaissent dans d'autres pays européens. Alors, il y a des recompositions très agréables, comme ce qui se passe au Portugal. Il y a des recompositions qui, au contraire, sont plutôt allés dans le mur, comme ce qui se passe finalement en Espagne, où c'est le PP qui a été reconduit. Et puis on voit bien aussi, où on disait l'Allemagne, ça va être très très simple, le SPD va prendre la main, et puis on voit bien que ça se passe pas comme ça. Les premières élections montrent voilà, pas ça. je pense qu'on a intérêt à regarder ce qui se passe. Le Brexit fait partie de notre paysage, pour essayer aussi de penser sans doute d'une manière un peu plus transnationale. Jean-Denis Maducan, on va vous donner la parole, mais alors j'aimerais, dans ces moments de comment se recomposer, comment s'ouvrir à des nouvelles forces, je regardais une interview que vous aviez donnée à l'Humanité sur votre dernier ouvrage sur Gued, et justement sur cette fameuse tension Jaurès-Gued. Et j'ai retenu cette citation. Vous disiez « Jaurès reconnaît le guédisme comme sensibilité forte du mouvement ouvrier, avec laquelle il a eu des divergences importantes, mais faisant partie de la famille dont le rassemblement est nécessaire pour une action efficace ». Je me suis dit, est-ce qu'il y a un appel caché Non, ce n'était pas dans mes intentions du tout. C'est réellement la situation historique et politique d'avant 1905. Bon, pour situer pour tout le monde, il y avait un éclatement entre deux partis socialistes et a priori inconciliable sur un certain nombre de points. Et il se trouve que Jaurès, qui effectivement était comment dirais-je, avait beaucoup de débats avec Gued et était tout à fait en désaccord, notamment sur la question de l'affaire Dreyfus, qui avait été une affaire très clivante dans la France de l'époque, avait considéré que justement, on ne pouvait pas faire de parti socialiste sans le guédisme, pour différentes raisons, mais il y en avait une qui était très importante à l'époque, c'était que le Parti socialiste unifié, dans sa perspective, s'il n'y avait pas les partisans de Gued, il n'y avait tout simplement pas certaines fédérations militantes énormes. Il faut savoir qu'un cinquième du Parti socialiste avant cette époque-là, enfin donc du futur quand il sera unifié, c'était le Nord, c'était cette région-là. Gued était député de Roubaix-Vatrelos, donc c'était fondamental d'avoir ces aspects-là. De ce point de vue-là, ça a beaucoup changé parce que là, on raisonnait aussi en termes d'implantation militante et autres. Mais l'intelligence politique de Jaurès, pour répondre là-dessus, c'était d'avoir compris que de toute façon, il n'y avait pas d'espace politique réel, d'alliance avec la gauche, entre guillemets, molle de l'époque, les radicaux. Ça n'aurait pas forcément donné une dynamique politique suffisante, alors que de s'allier avec la gauche à un moment donné, ça donnait justement ce que d'autres appellent aujourd'hui une sorte de pôle de rupture, susceptible de mobiliser ensuite pour ensuite susciter des alliances. C'était une vision, effectivement, par étapes, alors même que la situation était très compliquée. Je reviens juste un tout petit peu en arrière sur l'Europe, parce que ça a été évoqué. Effectivement, il va y avoir des situations extrêmement différentes. On approche comme des élections allemandes. Oui. Bon, alors les projections sont diverses et variées. On va aussi attendre les résultats. Mais par exemple, il y a des phénomènes de recomposition politique qui sont extrêmement différents. Dans ce qu'on appelle la gauche de la gauche ou la gauche radicale, pour l'instant, on a Die Linke qui plafonne légèrement en dessous de 10% et qui est déchiré par des débats très violents parfois sur la question européenne, sur la question des migrants, et qui peine à augmenter, alors même que le SPD lui-même n'arrive pas non plus à contester l'hégémonie de Merkel. Donc là, on est dans un cas très différent où, a priori, l'hégémonie politique, idéologique de la droite allemande est pour le moment et risque d'être incontestée. C'est tout à fait différent, mais ça sera important dans les rapports de force politiques internationaux, car vu la situation européenne, ça sera essentiel. Quand on vous écoute tous dire voilà ce qu'il faudrait pour reconstruire, voire construire tout court, ces différentes articulations, on a quand même une question qui reste, surtout au vu de ce premier tour et de cette campagne où rien ne s'est passé comme prévu, c'est qu'on avait avec Emmanuel Macron quelqu'un qui avait pas d'articulation tellement avec des mondes intellectuels, pas de parti,
pas évidemment d'articulation avec les mouvements sociaux, mais qui avait une vraie stratégie qui a très bien fonctionné de blitzkrieg. Est-ce que ce qui manque aujourd'hui à la gauche, c'est justement des stratèges ? Moi, je crois qu'il a quand même beaucoup avancé dans toutes les erreurs des autres. Hein. Oui. On lui a laissé un espace qui est un espace considérable. C'est une manière de dire oui, il en manque dans ce cas, s'il y a plein d'erreurs. Le stratège ailleurs facilite. Là. Il a eu aussi une chance folle. Alors, on n'était pas forcément d'accord, mais il a eu aussi une chance folle. C'est-à-dire que quand même, quand on regarde ce qui se passe avant le mois de janvier, il y a un candidat qui va normalement être au second tour, qui s'appelle François Fillon. Simplement, d'un seul coup, lui éclate à la figure l'affaire Pénélope Fillon avec épisode à rebondissement qui n'arrête pas. Si au soir du Trocadéro, les jupéistes qui sont en train de passer chez Macron avaient déposé François Fillon, je ne suis pas du tout sûre qu'on aurait le même résultat. Non, mais alors on ne va pas refaire l'histoire. Mais alors, je vous pose la question, qu'est-ce qui manque à la gauche, de la chance ou des stratèges ? Il manque, mais ça va ensemble. C'est-à-dire que bon, c'est bien qu'en politique, il y a un moment où il faut saisir l'opportunité quand elle est là. Il faut quand même aussi dire que, certes, Emmanuel Macron a eu de la chance, certes, il a bénéficié d'une conjoncture, etc. Il a aussi bénéficié, et on le voit encore aujourd'hui, d'une presse absolument pas critique. Enfin, je veux dire, il suffit d'entendre... On ne parlait pas de Mediapart ici. Hein. À part Mediapart, à part quelques-uns, mais globalement, quand on regarde la manière dont sa campagne a été couverte et la manière dont les premiers jours sont couverts, la façon dont tout est commenté de manière positive, c'est quand même assez extraordinaire. Roger Martelly sur cette question, parce qu'on pourrait dire aussi que, par exemple, aux États-Unis, alors que Clinton est soutenu par toute la presse, et ben voilà, elle perd. C'est pas le même mode électoral. Moi, je pense que la gauche est dans une situation, on l'a dit au départ, malgré tout difficile. Mais comment ne le serait-elle pas après plusieurs décennies, j'allais dire, de renoncements successifs de la formation politique qui était au cœur de la gauche ? C'est donc une situation difficile et en même temps, je trouve qu'il y a une opportunité, il y a une chance, il y a un espace qui s'ouvre. Un espace qui s'ouvre d'abord parce que dans cette situation de crise, ce qui a marché, c'est une ligne qui était malgré tout une ligne de rupture. Macron, qu'est-ce qu'il fait ? S'il se contente de pousser jusqu'au bout, la logique est celle de dire la gauche n'a de sens qu'en devenant un parti démocrate à l'américaine. Il veut faire du Blair et du Renzi, mais j'allais dire pousser en France jusqu'au bout de cette logique-là. Il va aller dans cette direction, c'est sa force. La question, c'est en face, qu'est-ce qu'on va lui opposer ? Et moi, je pense qu'il faut lui opposer une ligne de rupture qui est dans la tradition, on l'a dit, dans une tradition française qu'a occupé longtemps le PC, que le PC ne s'est plus occupé tel quel. Il faut occuper cet espace. Et pour ça, et là, on a quelque chose qui renvoie à 1905, il faut de la cohérence et en même temps, il faut du pluralisme. Dans cette gauche de rupture, il y a des sensibilités différentes. Et ce qui est une urgence pour dès aujourd'hui et pour demain, c'est que ces sensibilités puissent se rassembler dans leur pluralité, dans leur cohérence, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans une organisation politique. Il faut construire de la dynamique politique, il faut de la force politique cohérente et plurale. C'est ça l'enjeu. Si ça réussit, je pense qu'il y a une possibilité pour que la gauche retrouve des couleurs et qu'elle puisse redevenir majoritaire, mais majoritaire sur une ligne de gauche et pas sur une ligne démocratique à l'américaine. Moi, je trouve qu'on reste sur des positions qui sont strictement idéologiques. Alors bon, c'est sympathique, hein, mais si on ne se donne pas les moyens de conserver des terrains sur lesquels on peut se battre, et les terrains, c'est les municipalités, les terrains, c'est tous les lieux où les uns et les autres, on est amenés à travailler, et parce qu'en travaillant, je crois effectivement qu'on fait de la politique. Ce pluralisme dont tu parles, il ne se construira pas. Au point où on en est, je ne crois pas qu'on puisse se mettre autour d'une table et élaborer quelque chose sur lequel on s'entendrait. Ce n'est pas possible. Par contre, quand on agit sur les terrains que nous connaissons les uns les autres, on arrive à avancer ensemble sur des positions qui sont certes limitées, mais qui me paraissent être la condition d'aller plus loin. C'est pour ça que moi je suis très inquiète de stratégies qui amèneraient à perdre des députés, à perdre ensuite des municipalités au nom de... Oui, c'est la question que j'allais poser dans la suite. Il y en a 10 aujourd'hui, il y en a 15. Un groupe, le seul groupe qui soit un groupe de gauche comprend aujourd'hui une quinzaine de députés. C'est justement... il faut aller précisément au-delà. Mais pour aller au-delà, il faut articuler à un moment donné des combats et de la perspective. C'est pas en allant à Marseille qu'on va au-delà. On casse les logiques pour le coup.
Alors ça, on va Nous l'aborder laisserons- après. voilà. Vous inquiétez Nous pas, on a le laisserons à nos temps. petits amis On a des de la représentants suite, de la voilà. France Insoumise, du PS, du PC. Ça On va fait pouvoir partie- Moi, aborder le cadre après. je parle, j'allais dire, justement sur la durée. C'est sur la durée, il se trouve que la force de gauche, les forces de gauche, qui étaient des forces qui s'inscrivaient dans une tradition démocratique, révolutionnaire, de rupture, se sont trouvées petit à petit réduites à la portion congrue. C'est est-ce qu'on va renverser cette dynamique ou pas? Ça ne se fera pas du jour au lendemain et ça n'est pas en rêvant du passé et en essayant en permanence de défendre qu'on va y réussir. Le PC, pendant plus de 40 ans, a essayé de défendre son précaré. Petit à petit, le précaré s'est réduit jusqu'à devenir un petit jardin. Mais il faut revenir à un moment donné à un espace vaste. Jean-Numa Ducange. Oui, une réaffirmation de l'identité à tout prix sous différentes formes et sous différentes lignes qui effectivement n'a pas conduit par. Non, juste par rapport à la question des élections et de la façon dont on peut envisager les entre guillemets parachutages et autres. Alors il se trouve que je m'étais intéressé pour la période qu'a mentionné Fabien Scalana tout à l'heure sur comment les députés socialistes, avant que le Parti socialiste devienne unifié et important, c'est comment ils se faisaient élire. Est-ce que c'était le résultat d'un travail local pendant longtemps, ou est-ce que c'est pas du tout le même système électoral, mais il y a un point commun sur le côté parachutage ou implantation locale, qui, au-delà des différents systèmes, peut quand même être un peu transcendé, si je puis dire, historiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est en fait souvent une articulation entre les deux. Parfois, une implantation progressive qui mène à un député local élu, et parfois il y a des parachutages qui fonctionnent pas la première fois, qui fonctionnent une deuxième ou troisième fois, puisque ça a été cité, par exemple Gued est un pur, si je puis dire, parachuté à l'origine. C'est Rémi Lefebvre qui avait travaillé là-dessus sur son implantation à Roubaix, qui avait d'abord d'ailleurs essayé à Marseille, je fais aucune allusion à l'actualité, mais qui ensuite a été à Roubaix, Patrolos, se faire élire, et sur une base, alors à l'époque c'était évidemment des termes très différents, parce que c'était de dire je suis le mandataire du parti ouvrier, où que j'aille, si je puis dire. Alors ça n'a pas marché à un certain point, ça marchait d'autres. Mais au-delà de l'anecdote et des rapprochements que l'on peut faire, c'est jamais non plus, et j'ai été surpris en travaillant là-dessus, parce que moi j'étais un peu à me dire, bah oui, c'est ceux qui font du terrain local, et qui... c'est pas aussi simple que ça. Je connais moins dans le cas de l'histoire du communisme, mais dans l'histoire originelle du socialisme, c'est une articulation entre les deux. Ça me paraît intéressant à regarder, même si, encore une fois, les systèmes électoraux étaient différents, les structures sociales et politiques étaient différentes, mais tout de même, voilà, parce qu'on avait les mêmes types de réactions locales, les rejets des gens venus de l'extérieur, encore plus à l'époque, d'une certaine manière. On était dans l'émergence d'un phénomène, c'est pas la même chose. Oui, mais enfin, les buveurs d'eau venant de Paris, on les accueillait mal, comme disaient les ouvriers à l'époque. Donc, c'est pas forcément... Voilà. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir... de pas avoir une vision trop fixée là-dessus et se dire que, en réalité, les constructions des organisations relèvent de, parfois, logiques qui, a priori, peuvent être antinomiques, mais qui fonctionnent ensemble et qui ont permis ensuite à la SFIO d'être un parti unifié, même s'il n'y aura pas de répétition pure et simple. On va s'acheminer vers la fin de cette table ronde, mais juste peut-être une dernière question à vous tous, qui tournera autour de cette question de la dynamique politique. Bien sûr, pour reprendre le terme de Roger Martelly, on sait bien qu'une dynamique politique ne se réduit pas à une dynamique électorale, mais là, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que s'il n'y a pas une dynamique électorale à gauche, il peut y avoir une dynamique autre? On entend beaucoup parler du troisième tour social qui n'a souvent jamais lieu, du front social. Est-ce que vous croyez que si la gauche rate l'étape des législatives, elle peut encore se récupérer, pour le dire violemment? Moi, je serais très inquiète de mouvements sociaux qui n'auraient strictement aucun lien avec le politique et qui risqueraient de se terminer dans des carnages. C'était le cas des mouvements qu'il y a eu sous le quinquennat, les plus originaux, selon vous, comme Nuit debout? Ça, c'est une autre histoire. Oui, non, mais je dis ça parce que... Non, mais on a vu émerger effectivement des mouvements sociaux mais importants, très méfiants vis-à-vis de la politique mais institutionnelle, encore plus que d'habitude. On était dans l'amont. Et des mouvements de ce type dans une situation qui serait une situation totalement bouchée politiquement, et en plus au tout début d'un quinquennat, me laisse dubitative. Pour moi, nul ne peut dire d'où va partir la relance. Est-ce que ça va partir de la lutte sociale? Est-ce que ça va partir de l'élection? Ça, en France, inutile de se livrer à ce genre de pari. On perd toujours. Il n'y a qu'une chose qu'on sait, c'est quand ça va bien, c'est quand ça se rencontre. Voilà. Alors, qui est au point de départ, ça dépend.
Ça dépend évidemment de tas de choses, de contexte, mais ce qui est décisif, c'est quand ça se rencontre. Et pour l'instant, force est de constater que depuis bien longtemps, cette rencontre ne s'est pas opérée. On a eu soit des mouvements sociaux sans traduction politique, soit, j'allais dire, des avancées politiques, je pense à la victoire de la gauche de 97, sans arrière-plan, sans fondamentaux sociaux, et dans ce cas-là, ça ne marche pas. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faudra bien créer la synergie entre les deux domaines, en sachant qu'il doit y avoir de la reconstruction partout, parce qu'on a dit la politique ne va pas bien, doit se reconstruire. N'oublions pas que le syndicalisme lui-même est confronté à de redoutables problèmes de reconstruction et de refondation. Le schéma qui voulait que, il y avait des mouvements sociaux, des relais institutionnels et qu'il y avait une articulation entre les deux, comme ça a été le cas au moment du Front populaire, et un peu la victoire différée en 1981 des luttes sociales des années 70 et autres. Voire en 97, l'élection de Jospin, qui est une sorte de victoire déférée de novembre-décembre 95. Est-ce que ce type de schéma-là peut encore fonctionner? Et ces articulations-là, je pense qu'on est véritablement dans autre chose et que ça ne veut pas dire qu'il y aura une exclusion entre mouvements sociaux et positions institutionnelles, mais qu'en tout cas l'articulation sera probablement véritablement différente que ce qu'elle a été dans les luttes traditionnelles, si je puis dire, de la gauche et des mouvements ouvriers. Je vais vous remercier beaucoup tous les quatre.